Vive le roi Henri III! Bonjour à toutes et à tous, je suis Périclès et bienvenue dans Rankings, la seule émission de France qui classe tous les rois de France dans la joie et la bonne humeur. Et bien sûr, une bonne émission a forcément besoin d'excellents chroniqueurs, avisés et pertinents. C'est pour ça qu'ils sont là et je vous les présente aujourd'hui. Salut Kate Storm. Salut. Ça va bien? Ça va toujours. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Et je J'ai remarque l'impression que tu te changes pas souvent quand même. T'as un peu les mêmes habits qu'à l'émission précédente. J'ai qu'un pull en hiver. Salut Stanislas. Salut, moi je remarque que Kate il va être convention RPR après, vu comme il est habillé, mais bon, chacun c'est son obédience politique. C'est son côté Chirac. C'est vrai qu'il y a un côté Chirac, c'est vrai. Il faut dire aux auditeurs que dans la vraie vie, Stanislas il a encore moins de cheveux que nous. C'est pour ça qu'il dissimule honteusement pour cacher sa goutte. La fameuse des rois. La goutte des rois. nez. Bon, on va peut-être y aller quand même. On vous invite bien sûr à nous suivre sur YouTube, en vidéo, si vous voulez voir nos tronches. Bien sûr, on est diffusé sur Podcast Addict, sur Podcast Apple, un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires, à classer également vos rois. Précédemment, nous avions classé Louis XVIII et à ma grande surprise, en fait non, pas tant que ça, mais finalement on était assez d'accord tous et on l'a classé en tant que roi. Bon roi, en rang B. Kate, tu peux expliquer peut-être encore une fois, mais très rapidement, les règles du rankings pour qu'on comprenne comment ça fonctionne? Ouais, alors on classe les rois en 6 catégories. La meilleure, c'est la catégorie S, S tiers, c'est pour le top du top, les rois les meilleurs. Et ça va jusqu'à la catégorie E en passant par A, B, C et D. Donc le E, c'est vraiment le pire du pire. A, c'est quand tu es un très bon roi. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de E dans notre classement. Surtout dû à à la malhonnêteté intellectuelle de certains. Mais là, je pense que... On ne sait pas. Et d'ailleurs, pour parler du roi du jour... Ça peut changer. Je m'en délecte d'avance. Ne spoilons pas la fin, ça serait dommage. Là, les gens, ils se demandent ce qui va se passer. C'est comme si tu vas voir un film et que là, on te dit à la fin ce qui se passe. Non, Kate, on ne dit absolument rien. Et du coup, écoutez, je vais quand même présenter rapidement. Ça va être une émission rapide, je pense, parce que c'est vrai que le roi dont on va parler aujourd'hui, voilà, c'est le seul bruit que j'ai pu faire pour expliquer un petit peu ce que j'en pensais. Alors, de qui on va parler? On va parler de Charles X, le dernier petit-fils de Louis XV, qui est né en 1836, et qui va être roi entre 1824, si je me trompe, et 1830. Vous voyez, un règne qui est quand même assez court. Pour vous présenter un peu et contextualiser un peu le personnage, et pour comprendre peut-être où vous voulez en venir, Kate. C'était quand même le chef de file des ultra-royalistes au départ, et il est très très attaché à l'ancien régime. Alors, la question que je me pose, et je vais vite fait vous laisser la parole, est-ce qu'il va réussir du coup avec succès la suite de son frère, qui était, comme on avait dit, un roi qui était dans l'équilibre, qui était équilibriste, qui arrivait à faire la passation et la continuité entre la Révolution et l'Empire, et la Révolution et puis le régime, un régime... royaliste quelque part. Est-ce que ça va être le cas effectivement pour Charles X? La question est là et je vous pose la question et je vais commencer cette fois-ci par Kate Storm. Kate Storm, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est aussi bon et aussi fin que son frère? On leur coupe la tête! De base, un roi qui meurt pas sur son trône, il peut pas être classé haut pour moi, parce que le but d'un roi, en fait, il y en a deux de mon point de vue. C'est un, mourir sur le trône, deux, assurer au successeur qu'il a choisi. Et Charles X, il meurt pas sur le trône, il meurt dans l'Empire d'Autriche, il meurt à l'étranger, et d'ailleurs il est toujours inhumé à l'étranger. Et l'héritier qu'il a choisi, il se fait escroquer par son cousin, et du coup, il réussit pas le numéro d'équilibriste qui avait assez plutôt bien réussi son grand frère, et du coup, pas terrible.
Ça commence à sentir rien que là. Alors, c'est peut-être parce que je suis en Lorraine ou dans l'Est, mais il y a une odeur de, je sais pas, de choucroute, de saucisse assez forte. Mince, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, tu vas nous remonter tout ça quand même, Stanislas, là. Me dis pas que ça sent la saucisse aussi chez toi. Sachant que, ouais, à Metz, les saucisses, elles sont peut-être, je sais pas, enfin, bref. Bah, ça sent quand même un peu la potée lorraine, hein. Je peux pas. Moi, vu que je suis très objectif, on l'a vu sur l'épisode napoléonien, je peux pas non plus m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. C'est quelqu'un qui vit plus que dans l'ancien régime, hein, puisque une des premières, enfin les deux, on va prendre l'année 1825, ces deux grandes décisions, la loi qui indemnise les immigrés, donc un retour finalement social de la noblesse, de l'ancienne noblesse. Donc cette loi-là, le milliard des immigrés, hein, qui va rembourser les biens nationaux perdus pendant la Révolution, et aussi le retour en grande pompe du sacre à l'ancienne, du roi, hein, qui est remis au goût du jour, alors que l'alliance entre le peuple et le roi finalement avait plus ou moins enlevé cette pratique. Donc il vit dans un autre temps, hein. Autant le précédent, on l'avait vu, c'était un roi du compromis, autant lui le compromis c'est pas pour lui, et c'est d'ailleurs à cause de ça, hein, qui va perdre son trône. Donc là on a pas une fois de plus d'ailleurs, heureusement pour moi, mais je suis d'accord, hein, je vais danser encore le tango avec Kate Storm sur ce roi. Après il y a d'autres, il fait d'autres choses, notamment au niveau de la politique étrangère, qui peuvent ne pas être inintéressantes, mais bon, quand on fouille, c'est quand même pas super, hein. On peut revenir par exemple sur l'expédition. Ouais, alors tu vas revenir tout de suite. Je rappelle quand même, parce que là c'était une petite présentation générale, on est plutôt dans, voilà, ça s'annonce quand même un peu mal. Je rappelle quand même pour notre objectivité, pour voir comment on classe, ça c'est très important, et je te laisserai parler de politique extérieure. Effectivement, on va voir sa politique, pour classer, hein, et justement pour essayer de comprendre comment fonctionne ce roi, on va voir sa politique interne, le côté social, le côté externe, le royaume, la diplomatie qu'il a pu avoir avec les pays étrangers, voir s'il a eu des conquêtes, voir s'il y a eu des guerres qui ont été victorieuses, est-ce qu'il a étendu le territoire, donc ça c'est ça qui nous intéresse, et bien sûr à chaque fois on aime le répéter, mais l'idée c'est que il a eu un trône au départ, comment il était, et que de ce royaume en fait, et de ce trône, qu'est-ce qui va léguer à la France, l'état général qui va laisser à la fin de son règne. C'est ça qui nous intéresse, et c'est bien ça, c'est là-dessus, ces critères-là qu'on va essayer de juger ce roi. Et du coup, je te laisse, Stanislas, tu voulais nous parler d'une bataille justement, et là du coup parler peut-être un peu politique extérieure, et voilà, comment ça fonctionnait sa politique extérieure pendant son règne. Je te laisse la parole. Non, je voulais revenir sur l'expédition d'Alger, bon, qui à l'origine est quand même toujours un problème d'argent, hein, puisqu'on c'est un parti ultra royaliste qui a besoin d'argent, donc on se lance et on copie un peu le modèle anglo-saxon, qui est le modèle qui est en train de réussir. Donc il y a cette expédition d'Alger qui finalement va aboutir à la colonisation. Tout ça aussi pour dans une lutte contre l'Empire ottoman, hein, qui est une puissance qui est aussi sur le sol européen. Donc il y a à la fois l'expédition d'Alger et aussi l'intervention dans la guerre d'indépendance grecque, hein, dont Chateaubriand nous parle. Donc il y a des interventions extérieures qui sont entre guillemets, alors même si c'est pas forcément des réussites, bon, ça deviendra des réussites plus tard, mais qui sont moins inintéressantes que ce qu'il fait dans sa politique intérieure, hein, où finalement il essaie de faire triompher ce parti ultra-royaliste auquel il appartenait déjà précédemment, hein, et qui défendait depuis la Révolution française. Donc on peut lui mettre ça à son crédit, mais c'est même pas forcément des réussites, hein. Donc ouais, non, c'est un roi qui sent la saucisse de Morteau, quoi, pour faire un peu dans la tradition de l'Est de la France. Kate Storm. Ouais, c'est un roi
qui appartient dans sa philosophie. C'est pas vraiment un roi des Lumières. Ça serait un roi qu'on aurait bien imaginé début 18e, fin 17e. Et il y a plein de choses qu'il fait qui va s'aléner. On parlait précédemment de la finesse politique de Louis XVIII. Charles X, par exemple, il rétablit la censure. C'est un roi, c'est peut-être l'un des rois qui sera le plus caricaturé. Il perd ce que j'allais dire. Très vite la bataille de l'opinion publique, si tant est que ce concept existe à l'époque. C'est un roi très dévot, très proche de l'Église, mais alors du coup, il y a certaines régions en France où ça marche bien, tu vois, je veux dire, là par exemple, tout à l'heure on parlait du sacre. Le sacre, on l'a bien vu avec le sacre de Charles III en Angleterre récemment. C'est aussi un moyen de propagande, etc. Tu tapes ton effigie, tu te remets dans la légitimité historique. Je ne sais pas si le sacre c'est une erreur, mais en fait, il revient sur des choses et ça donne du blé à moudre à ses opposants, notamment l'opposition républicaine, surtout l'opposition libérale, l'opposition des milieux d'affaires, qui pensent qu'il va trop loin. Et surtout, ils ont peur qu'il aille trop loin vers un retour à une chose plus réactionnaire. Il faut savoir qu'à l'époque, on a des courants en Europe. Le courant principal, donc c'est l'Europe post-congrès de Vienne, la Russie, l'Empire d'Autriche, le Royaume de Prusse, etc. Il y a un courant, c'est les rois décident tout, c'est la Sainte Alliance. Et à l'inverse, c'est un mouvement qui démarre et qui va vraiment culminer jusqu'en 1848, un mouvement plus libéral. Et c'est cet affrontement entre ces deux factions qui vont définir un peu le cours de la vie politique pour les 5-6 prochaines décennies. Et lui, il est un peu le chef de file des conservateurs, mais il était déjà du temps de Louis XVI, donc c'est vraiment un gars, on va dire, très conservateur, si ce n'est réactionnaire. Il est complètement réactionnaire. Après, à sa décharge, il perd un de ses enfants, qui est assassiné, c'est son fils préféré. Donc ça finalement ça le rend encore plus obtus quant à sa position politique. Je dirais que ce qu'il a fait de positif, en fait, c'est sa dernière erreur. Hein, c'est les ordonnances dont on va parler là, ces fameuses ordonnances de 1830, hein, qui répondent à ce qu'on appelle l'adresse des 221, qui sont des reproches qui se sont faits au gouvernement, au ministère, hein, un ministre royaliste, un Polignac, et finalement cette erreur-là, elle va donner de l'importance à la vie parlementaire, qui n'en avait quand même que très peu, puisqu'on est sur des monarchies censitaires, c'est-à-dire qu'il faut payer des impôts à la fois pour voter, mais aussi pour être élu. Ce qui restreint la vie politique à quelques centaines de milliers de personnes sur on doit être à 28-29 millions d'habitants en France à cette époque. Donc finalement, cette erreur politique-là, qui est encore une fois de plus une erreur, hein, elle a du positif dans le fait qu'elle fait évoluer, elle donne de l'importance à la vie parlementaire. Mais on reste quand même sur une erreur politique. Donc effectivement, hein, c'est un roi qui est d'un autre temps, oui, moi je dirais même fin 17e. Je pense qu'il avait même moins de force de compromis que Louis XV certainement. Ouais. Mais peut-être pas que Louis XIV, mais oui, il reste buté sur ses positions. Après, c'est aussi le roi d'une éducation et d'une époque. Hein. Une question, est-ce que c'est pas un roi qui a quelque part aussi mal été accompagné, parce que qui est autour de lui pour que ça se passe pas si mal, mais qu'en fait qu'il soit comme on dit dans le jargon un peu Osef, quoi, c'est-à-dire que il est anachronique par rapport à son temps. Complètement. Complètement. Ouais. C'est ce que disait Caïd dans une autre émission. Déjà, c'est un homme qui, selon les personnes qui l'ont formé, n'avait déjà pas trop de finesse. Donc il faut bien se rendre compte de ça. En plus, là c'est avant
sa prise de pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui avait plutôt un train de vie dispendieux, qui était plutôt dans le loisir, hein, dans l'amusement. Il n'était pas forcément dans l'étude, l'analyse politique. Hein, il avait une vision très restreinte, c'est-à-dire que il avait cette patrilinéarité dynastique finalement, et pour lui c'était normal que les fils du roi dirigent. Hein, il y avait pas, c'est pas du tout un politique comme Louis XVIII en fait. C'est un monarque dans la plus petite restriction qu'on pourrait donner à ce qu'est un roi. Hein, et je pense que ça, finalement, ça, c'est ce qu'il fait, hein, parce qu'il faut bien dire, il ne reste que 6 ans, 5 ans au pouvoir, hein, finalement. Parce il prend le pouvoir réellement en 1825. C'est un quinquennat. Il reste pas longtemps parce que c'est là où on se rend compte de la fragilité de son pouvoir, parce que quand tu regardes ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830, en termes de violence, ce qu'on a connu nous en France avec les Gilets jaunes, c'est kiff-kiff, quoi. Je veux dire, contrairement à Louis XVI, la foule ne s'est pas emparée de lui. C'est lui l'abandonne. Le pouvoir. Oui, complètement. Normalement, les Trois Glorieuses, t'envoies la troupe, tu tires un peu sur tout le monde et fin du game, quoi. Henri III, quand il veut reprendre Paris, quelques siècles précédemment, il y a 30 000 morts. 30 000. C'est-à-dire que il vacille, mais c'est pour vraiment pas grand-chose, quoi. Je veux dire, la Fronde, c'est autrement plus violent, et Louis XIV reste. Donc, l'abdication, et en plus, il abdique en faveur... Ça, c'est important aussi, en plus, il abdique. Il se prend une disquette par son cousin, le fameux Orléans, mais ça démontre à quel point son pouvoir était, au final, très, 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 très fragile, parce que quand tu regardes les Trois Glorieuses, le déroulé exact, ok, il y a quelques quartiers qui se soulèvent, mais quelques quartiers dans Paris, ça représente quoi au niveau de la France? Que dalle. Puis par rapport à toutes les révoltes qu'il y a eu précédemment, effectivement, c'est... Regarde la Bretagne, la Normandie, la manifestation cégétiste. Hein. Voilà, l'Auvergne, etc. Ils sont plutôt calmes, quoi. Et donc, le fait qu'il abdique, ça démontre que son pouvoir était très faible. Il y a une autre chose que je voudrais rajouter, c'est que il arrive au pouvoir très vieux. Et à 67 ans, encore une fois, 67 ans, c'est pas 67 ans de nos jours. 67 ans de l'époque, c'est un vieillard. Il est vieux, il a des idées vieilles. Et c'est marrant parce que quand il revient, d'ailleurs avec son frère d'émigration, ils ont encore leur habit de l'époque Versailles, quoi. Louis XVI, c'est quelqu'un, effectivement, de manière générale, au plus t'es vieux, au plus t'es conservateur, voire réactionnaire, lui, il embrasse complètement ce paradigme. Après, quand même, son but, c'est quand même de garder aussi cette charte constitutionnelle. Hein. C'est quand même son objet, un de ses objectifs. Et quelque part, il y avait quand même dans cette charte cette transition et cet équilibre quand même qu'avait fait son frère. Hein. On en avait parlé dans l'épisode précédent, hein, pour équilibrer entre les apports de la Révolution et les apports du roi précédent. Louis XVIII, il a l'intelligence, par exemple, de ne pas se mêler de certaines choses. Louis XVIII, il a peau beaucoup plus épaisse. Par exemple, les caricatures de Louis XVIII, il s'en fout. Donc lui, la liberté de la presse, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il s'en fout de la liberté de supprimer la liberté de la presse, Louis XVIII, s'ils veulent caricaturer. Et je sais que Louis XVIII, il en a eu des caricatures du fait de son physique. Alors que Charles X, non, lui, il est encore dans la sacralité de l'État. Et donc à l'ancienne, hein, comme à l'époque de Louis XIV, et du coup lui il va pas tolérer ça. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes personnalités. Donc Louis XVIII, lui, il reste en retrait de pas mal de décisions du Parlement, il les laisse gérer parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de garder son trône, alors que Charles X, il va intervenir beaucoup plus. Effectivement, et je pense que ce qui est fondamental aussi, c'est que Louis XVIII, il avait une vision de l'État moderne. C'est ce que disait plus ou moins Kate Storm juste avant. C'est-à-dire que il construit un État, des personnes qui vont travailler pour assumer le pouvoir. Charles X, lui, l'État, c'est le roi,
il est obligé de faire avec la charte, et de toute façon, ce qu'il veut, c'est que le courant royaliste domine l'Assemblée, comme ça, finalement, il applique la politique qu'il a envie de faire. Voilà. Ouais, après que ses ministères font. Donc, il n'a pas du tout la même conception philosophique de ce qu'est l'État et de comment l'État doit se développer par rapport à la gestion territoriale. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas finalement. C'est voué à l'échec dès le départ en fait, parce qu'il y a pas d'évolution en plus. Bien au contraire, il y a plutôt une évolution vers un peu plus d'autorité. Et on le voit. De toute façon, il a cette vision passéiste de la France à tout point de vue, notamment parce que je parlais de sa politique extérieure qui est peut-être un peu mieux réussie que la politique intérieure, mais c'est quand même toujours une volonté de prestige de la France, de conquête, un peu ce qui s'est passé sur les décennies précédentes. Donc c'est un roi qui n'a pas su assumer, qui n'a même pas compris, qui n'était pas à la hauteur finalement de cet exercice du pouvoir. Après, j'ai envie de dire, on est quand même à l'image d'une France, parce que ça, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé du contexte. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais attention, on a eu certains remous quelques années avant. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un Napoléon qui a fait quand même un sacré brin quand même quelques années auparavant, et que du coup, il y a eu entre la monarchie absolue où il y avait ton roi divin, la Révolution française qui a mis un sacré bordel quand même, faut dire ce qui est. On enchaîne avec un Napoléon et ses envies de conquête. Le talent politique de son frère Louis XVIII qui a réussi à rééquilibrer pour faire la transition entre tout ça, lui je trouve qu'il arrive en sorte de, j'aime bien ce terme-là, c'est un peu le ventre mou quoi, c'est-à-dire que il survit et il vivote dans une France qui est un peu pareil dans l'expectative et qui est pareil en train de se chercher et qui essaie de se reconstruire comme grand pays quelque part. Si tu veux, Louis XVIII, il a cette intelligence dans le système politique qui se met en place. Il se pose en tant qu'arbitre. C'est-à-dire qu'in fine, c'est lui qui a le dernier mot, mais le débat commence et peut continuer sans lui. Charles X, lui, il se voit comme un acteur. Sauf qu'il n'a pas l'intelligence d'être un acteur. Ouais, il n'a pas le... Il se voit même comme l'acteur principal. Voilà. Il n'a pas le rôle l'envergure intellectuelle d'être un acteur. Si on regarde... de nos jours, Charles III, c'est aussi, lui, il n'est même pas un arbitre, c'est un figurant, Charles III. Mais il y a d'autres rois qui vont être très volontaristes. On pense par exemple à Napoléon III, qui est très très volontariste. On a eu dans le passé des rois un peu plus passifs. Je pense par exemple à comment il s'appelle ? J'oublie son nom. Louis XIII, qui laisse énormément de pouvoir à Richelieu, même si, in fine, il a le dernier mot. Donc, Louis X, il n'a pas tout simplement les qualités intellectuelles pour être un acteur, pour naviguer dans les méandres, parce que tu l'as dit, c'est une situation compliquée. On a encore des ultra-républicains, on a des libéraux, on a des conservateurs, on a encore quelques bonapartistes. Donc, et tout ça à naviguer dans un microcosme, tu as cette séparation entre Paris, parce que Paris c'est vraiment un microcosme qui est plutôt anticlérical, plutôt libéral, et l'immense majorité de la France, mais qui est encore très très religieuse. Ça c'est une différence. Et là-dessus, il a tout simplement pas le niveau. Après oui, il y a une reprise économique parce que on est au tout début de ce qu'on va appeler la révolution industrielle, les chemins de fer, etc., etc. Il va favoriser ce que les marxistes appelleront le grand capital, mais au final, ce que Stanislas a dit, la France devient une oligarchie assez restrictive, et les gens qui se sentent exclus de cette oligarchie, c'est eux qui se révoltent et ceux qui sont contre. Stanislas. Vous savez quoi, en fond, je pense que je vais mettre une petite musique de tango comme ça. Enfin voilà. C'est vrai que ça va être sympa. C'est vrai, il prend pas en compte les changements structurels socio-économiques qui sont en train de se passer au-delà de la politique. Effectivement, la bourgeoisie qui s'appuyait sur principalement les domaines agricoles
est concurrencé par cette bourgeoisie je pourrais appeler marchande, qui existait déjà, hein, mais qui va profiter de la mise en place d'une économie plus moderne, fondée sur le libéralisme d'Adam Smith et ce proto-capitalisme qui est en train d'être mis en place. Lui, en fait, je sais même pas si, enfin, certainement que si quand même, mais il n'en tient pas compte dans ses politiques et dans sa manière d'exercer le pouvoir, il n'en tient absolument pas compte. Donc, à partir du moment où on est à contre-courant, parce que c'est à peu près ça, hein, il est à contre-courant, ça ne pouvait pas fonctionner. En fait, il se heurtait il se heurte à son temps. Donc ça ne fonctionne pas. Ouais, en bémol, parce que là, depuis tout à l'heure, effectivement, on montre qu'il était fait politiquement, c'était pas pour autant un tyran comme Napoléon, je veux dire, il n'a pas fait exécuter des gens, il n'a pas... Toujours lui, quel amour pour Napoléon. Attends. C'est parce que de mon point de vue, Napoléon, parce que là on arrive à la fin de l'émission, et là ça va bientôt être l'heure du classement, il n'y a pas eu de grande révolte sous Charles X, le pays il reste stable quand même, les guerres, que ce soit l'expédition en Grèce ou la guerre d'Algérie, c'est très peu de morts hein, comparé aux boucheries napoléoniennes. Donc, ce que je veux dire, c'est... C'est sûr que là, il n'y a pas de panache, hein, on est d'accord que là, le panache, c'est plutôt du panaché. Là, le panache, je sais pas c'est quoi, il est où le panache? Avec la saucisse, quoi. Hein. Donc, même pas une bonne bière, hein, c'est un vieux panaché, on est d'accord. Donc, c'est un pays... Éventer le panaché. Si tu te mets, je sais pas moi, admettons que tu es français, tu habites à Nantes ou à Sablé-sur-Sarthe ou je sais pas moi, à Sedan... Au Puy du Fou. Au Puy du Fou. Je veux dire, t'es assez peinard, quoi, tu vois. Les 6 ans de Charles X, bon, il s'est pas passé grand-chose, mais en même temps, c'est ce que la France a voulu. Et un dernier point, après je pense qu'on en a fini avec ce Cassos, c'est les arts. Il y a les arts décoratifs, alors on sait que c'est vrai, 15... ça a été quelque chose, tout ce qui est le mobilier, etc. C'est un peu un style renouveau. Et c'est marrant de voir dans les portraits parce que la culotte, donc la fameuse culotte de l'ancien régime a complètement disparu. Là, on voit des pantalons, etc. Et on arrive vraiment, pour moi j'ai l'impression qu'on commence le 19e siècle vraiment au niveau artistique, culturel. T'as le début du romantisme en France, etc. Donc c'est un peu l'entrée dans le 19e siècle tel qu'on se l'imagine. Alors évidemment, Louis XVIII et Napoléon, c'est le 19e siècle, mais quand on se représente le 19e siècle, j'ai l'impression que ça commence un peu avec, sous la forme, mais bon, c'est pas lui qui en est l'auteur, mais je crois que c'était plutôt un roi assez mécène. Et donc, voilà. Messieurs, à un moment, il est temps de passer aux choses sérieuses, et je pense qu'il va falloir classer ce fameux roi. Eh bien, pour moi, ce sera la première merguez. Je vais partir sur un E. Parce que, ouais, il a vraiment pas apporté grand chose. Ce qu'il a apporté, c'est plutôt ses erreurs politiques. Quand bien même, et c'est intéressant ce que disait Kate Storm, ça reste une époque, mais parce qu'on la voit dans des romans de Balzac ou de Stendhal, c'est pour ça, c'est une époque dont on a des restes, mais bon, si je regarde l'exercice du pouvoir, je vais partir sur un E. Ou un, ouais. Donc, ça sent, voilà, on a notre première. Moi, je vais pas le mettre en E, je vais le mettre en D. Effectivement, c'est un schlag. La raison pour laquelle je la mets pas en E, c'est qu'on a eu d'autres rois qui vont faire perdre des territoires à la France. C'est d'autres rois qui vont faire perdre beaucoup de gens à la France, qui vont dégrader la situation de la France sur le plan international, sur le plan économique. Donc j'ai d'autres rois en tête, notamment des fameux... parce que pour moi, eux, sans spoiler, mais c'est des Charles IX, c'est des Jean II, c'est vraiment des merguez interstellaires. J'hésite aussi sur le D ou E. Après, France, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on déflore le E, hein, parce qu'on n'est pas Louis XVIII quand même. Allez, partons sur un D alors. Sur un D, moi, je vais le mettre en je suis assez D, d'accord. parce que la France qui laisse à son successeur, elle est à peu près, elle est même limite un peu plus grande.
Oui, et puis c'est... Économiquement, elle n'est pas non plus ravagée. Effectivement, lui, en tant qu'individu, c'est un schlag. Mais c'est pas non plus un roi où il y a eu une grande tourmente dans le pays. C'est pas. Non, puis au contraire, même s'il y est pour rien, il y a quand même une dynamique entre Voilà. guillemets qui est plutôt positive. Je suis Il assez. consolide. C'est pas qu'il consolide, Mm. mais l'effort qui a été entrepris de Louis XVIII de ramener la France dans la concert des nations, il continue cet effort. Il ne détériore pas grand chose. Voilà, oui, il ça il y améliore arrive, pas, mais il effectivement, c'est n'adhère toujours pas. un concert des nations. Donc pour moi, quand Ça, je pense au vrai merguez que j'ai en tête, et j'ai hâte d'être à l'émission sur Charles VI, parce que alors là, ça va être une bête d'émission. Monsieur K-Storm, arrêtez de spoiler vos avis, s'il vous plaît. Ouais, Mais, donc, oui, comparé à sur un dé. d'autres, ouais, je vais le mettre en. Moi, pour moi, ça va être un D. Il règne Mais pas pas vraiment. au-dessus, en tout cas. Voilà, c'est pas un bon roi. Il finit pas sur son trône, donc pour moi, un mauvais. Puis il n'est pas resté assez longtemps pour qu'on puisse s'apercevoir Pour être assez néfaste. des dégâts qu'il aurait pu faire, Ouais, ou c'est non vrai. d'ailleurs. Hein. Mmh. Donc partons sur un D, je suis assez Ouais. d'accord. Eh ben écoutez, Kate Storm, je t'invite à noter encore une fois ce nouveau roi dans nos catégories, en randé. Donc du coup, pas complètement. Je suis assez d'accord avec vous en plus, hein, parce qu'il est pas complètement médiocre. C'est juste qu'il est passif. C'est pas un roi actif. Et en fait, c'est ça. C'est quand tu veux être acteur principal et héros de ton temps et de ton histoire. C'est vrai qu'il faut faire un petit peu plus. Et là, malheureusement, il n'est juste que figurant en plus qui a du mal à s'imposer, sauf peut-être comme vous le disiez tout à l'heure, et je trouve ça assez marrant en tant que caricature, parce que c'était vraiment l'âge d'or des caricatures, et lui était représenté souvent comme une girafe parce qu'il avait un côté très dégingandé, mais ça pouvait être un dindon aussi, enfin voilà, donc je pense que c'était pas mal la risée aussi du peuple, enfin alors du peuple, hein, c'était pas non plus, enfin voilà, mais en fait il serait là à l'époque, c'est vrai que les guignols de l'info ou le bébé de show dont on parlait auraient peut-être aimé le Il y a un caricaturer. peu ambiance Édouard Balladur, ce Charles X, non? Ouais, il est quand même même moins de talent qu'Edouard. Ouais, ça. On verra quand on en sera à Édouard dans quelques... Peut-être un On jour. devrait faire le classement des mentons de France. Donc ceux qui ont le moins de mentons, de Édouard Balladur à Charles Quint. Et les prognates, hein, effectivement, il y avait pas mal de prognates. Ça c'est sûr que Les prognates Édouard en politique. Balladur, alors là il n'y a pas eu de prognatisme. C'est le prochain podcast. Le roi sans menton. C'est classons les mentons de France, c'est pas mal, c'est un projet. Bon messieurs, bah c'était encore une émission où on courait main dans la main, tous d'accord, vers la même ligne. C'est beau quand même. Si c'était dans la joie et la bonne humeur comme toujours, Exactement. on est assez d'accord. Bon, Et comme dirait Kate, est-ce vive qu'on va parler de l'empereur. droits mineurs Ouais. Mais est-ce qu'on va parler de droits mineurs là, peut-être? Oui. Ouais, on va pas. Ouais, c'est un roi mineur dans l'histoire de France. C'est quand même le dernier Bourbon. C'est Le vrai. Dernier Mais roi ça, c'est ça absolu. que j'allais dire. Ça, c'est important. Le dernier Ça, c'est roi de important. France. En vrai de vrai, c'est un peu, si tu veux, comme la chute de Rome, le dernier empereur, Romulus Augustule, c'est un empereur mineur. Il y a certains vampires qui éclatent pas comme un feu d'artifice. Là, c'est juste, tu vois, ça finit un peu en pipi de chat, quoi. Donc, mais en vérité, En nœud de sa boudin. fin, En autre boudin, ouais. sa fin finit, en réalité, c'est très significatif dans l'histoire de France, mais lui en lui-même, c'était juste, voilà, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter, on va finir là-dessus. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous voulez effectivement classer. Vous pouvez même le mettre en rang S si vous voulez, parce que je sais pas, vous avez un kink avec lui, c'est possible. Hein, tous les goûts sont dans la nature. Nous on s'en moque, hein, on accepte tout le monde. On vous donnera les liens et puis on vous dit à bientôt pour la suite, hein, avec des rois mineurs, des rois majeurs. Peut-être qu'il y aura des petits débats. Hein, alors peut-être moins poussés que sur certains rois dont on parlera plus tard, mais voilà, je vois des Napoléons où on sera pas forcément d'accord avec Kate Storm qui pourrait arriver, le retour d'un Napoléon qui pourrait être pas mal, je sais pas. On en reparlera un petit peu plus tard. En tout cas, je vous dis salut à tous, à bientôt et puis écoutez, reposez-vous bien pour la prochaine qui sera peut-être plus mouvementée, on ne sait pas. Ciao, ciao. Allez, salut. Salut à tous.